Bonjour Clément, Bonjour Julie bonjour à tous et bonjour à toutes. et bienvenue pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit qui aujourd'hui, dans notre série Regard sur le couple, s'intitule Faut-il s'inquiéter pour l'autre? Ou s'inquiéter pour l'autre est-il une preuve d'amour? Oui, Hein, c'est comme ça qu'on pourrait le formuler. exact. Voilà. Alors c'est une question évidemment qui nous anime parce que évidemment dans toute relation dite d'amour, Oui, que ce soit à l'intérieur du couple, avec son conjoint ou avec sa famille, oui, ses parents, ses enfants. Évidemment, on a une propension à s'inquiéter qui parfois au-delà dépasse véritablement ce que demanderait la situation. Si on peut oui, dire qu'une situation demande de s'inquiéter. Et justement, c'est en ça que on veut déblayer un petit peu les croyances qu'il peut y avoir autour de ça. oui, C'est-à-dire que on peut entendre assez facilement que si on ne s'inquiète pas pour quelqu'un, c'est qu'on ne l'aime pas, qu'on n'y tient pas. qu'on n'y tient pas. Voilà. Donc l'inquiétude devenant une preuve d'amour. Oui, Donc c'est très ça interroge, oui, puisque l'inquiétude, comme tout sentiment, oui, est une énergie qui est déployée et qui a évidemment une connotation plutôt désagréable, mm, inconfortable, oui. euh, Pour soi déjà, hein. pour soi, pour les autres, puisqu'elle, évidemment, elle suscite de l'inconfort, elle peut susciter des douleurs à l'estomac, au cœur, des étreintes, voilà, toutes sortes de sensations qui sont vraiment pas agréables, et donc qui, par conséquent, sont quand même plutôt de basse fréquence, Oui, et qui ont tendance à nous fatiguer, à nous plomber le moral, comme on dirait, oui, à nous déconnecter du présent, oui, puisque pendant qu'on s'inquiète, on n'est pas là. ouais, Donc forcément, comment est-ce que cette énergie de basse fréquence, ces sensations de basse fréquence, pourraient être une preuve d'amour? C'est quand même assez contradictoire. oui. Donc c'est en ça qu'on voulait explorer un peu le sujet. Oui, parce que dès qu'on dit qu'effectivement, si on ne s'inquiète pas, c'est qu'on ne tient pas vraiment à la personne de notre cœur, là, en l'occurrence c'est le sujet, euh, ça voudrait dire que l'amour, c'est tenir l'autre, Mhm. ou c'est tenir à l'autre. Et est-ce que effectivement l'amour est ce fameux attachement Mhm. Ça rejoint un qui, podcast qu'on a fait ouais, qui s'appelait Amour et attachement. ouais, Mhm. qui lie deux personnes? C'est vraiment là-dessus qu'il faut s'interroger. C'est-à-dire, est-ce que parce que je vais me mettre dans un état pas possible, parce que l'autre m'a pas donné de nouvelles, il n'a pas répondu à mon troisième appel, alors que d'habitude c'est le cas, et que je vais commencer à créer tout un ensemble de scénarios dans ma tête qui mènent évidemment vers toujours des destins tragiques ou des choses que pourrait faire l'autre dans mon dos? Est-ce que c'est vraiment ça qui détermine l'amour que je lui porte, hein? Sachant que l'amour, peut-être qu'il est à redéfinir dans ce podcast aussi, évidemment qu'il ne peut pas être entaché, souillé, connoté de toutes ces sensations en fait de basse fréquence dont tu parles, que ce soit de la culpabilité, que ce soit de De l'inquiétude, la que ce jalousie. soit de la jalousie, que ce soit de la rancune, etc. Alors, c'est important de dire que l'amour dont on parle est un amour évidemment qui se veut sans condition aucune, puisque c'est le seul et unique amour qui soit avec un grand A, les autres n'étant que des espèces D'attachement, en fait, de voilà, preuve d'attachement. Mhm. d'attachement et de bribes en fait, d'esquisses en fait, Mhm. un peu comme si c'était une forme de parodie à laquelle les êtres humains se sont habitués puisqu'ils sont beaucoup en contact avec cette manière de relationner les uns Mhm. avec Avec les ses basses autres, fréquences, oui. avec ces basses fréquences. Et donc voilà, on a aussi pour habitude de dire que de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas, la frontière est ténue. Mais ça, ce n'est valable que dans cet amour là, qui consisterait à dire je t'aime, À et condition à que. condition que, jusqu'à ce que tu ne franchisses pas la ligne que, et que du coup, en retournement à cet amour qui nous dévore, parce que si on s'inquiète pour l'autre, c'est que c'est quelque chose qui nous mange, qui nous ronge de l'intérieur, quelque chose qui fait qu'on est prisonnier de l'autre, hein, d'une certaine manière. En tout cas, prisonnier des sensations qu'on éprouve Mhm. pour l'autre. Eh bien, dès l'instant où on est dans ce schéma-là, si l'autre n'obéit pas ou n'est pas conforme à nos attentes, alors c'est ce qui fait qu'on peut
effectivement basculer de l'amour, qui n'en est pas, hein, Mhm. à la haine. Mhm. Mais l'amour n'a jamais été la polarité opposée de la haine, hein, Mhm. soyons bien clairs. L'amour, avec un grand A, n'a pas justement de corollaire ou de polarité Oui, inverse. oui, d'inverse. Cette inquiétude, bon, là, dans cet exemple que tu cites, elle va être par rapport à des nouvelles qu'on ne va pas avoir de l'autre, par exemple, ou des choses comme ça qui peuvent susciter de la jalousie ou venir contacter des blessures. Ça peut être une inquiétude dans un cas particulier où l'autre est en difficulté. Oui. Hein, donc une maladie, par exemple, un accident, une situation que l'autre vit très mal au travail, Oui. et qui va forcément susciter chez l'autre des émotions, et qui, du fait de la gestion des émotions de cette personne, comme on le sait, on a fait un podcast sur les émotions, vivre ou gérer ses émotions, justement, hein, quand elles ne sont pas véritablement vécues, mais qu'elles sont tout juste gérées ou contrôlées, ou voilà, fait que ou refoulées, hein, en fait. Quand on observe ça, évidemment, on va observer les vagues, hein, que ça provoque chez l'autre, toutes ces sensations de fuite, de cet inconfort, de diversion, de colère que ça peut susciter, etc. Et donc l'inquiétude fait surface, en fait, et je pense qu'il y a souvent une croyance qui veut que de s'inquiéter va changer les choses, en fait. Oui. Hein, soit parce que on va démontrer à l'autre qu'on s'intéresse à lui et qu'on l'aime, et que par cette inquiétude on l'accompagne, hein, Oui. ce qui est un leurre, évidemment. Soit peut-être parce que on a le sentiment, quelque chose de très profond, que cette inquiétude va, dans cette énergie, parvenir à modifier le cours de l'histoire. Hein. Oui. On s'inquiète parce que quelqu'un est à l'hôpital, alors on va évidemment faire des prières, par exemple. Cette inquiétude va passer par s'exprimer à travers voilà, une requête, des oraisons, des prières, qui pourrait changer effectivement l'issue. Mais c'est toujours pareil, c'est cette inquiétude, à qui elle sert, en fait. Oui. Hein, et si ça part, parce qu'une prière peut effectivement changer une issue, hein, à partir du moment où c'est une prière est véritablement un appel du cœur, oui. Qui est dénué de tout bénéfice propre. Oui. C'est-à-dire le fait de garder cette personne en vie toute pour attente, soi. Bien sûr. Voilà, ouais. Voilà, de garder la personne pour soi, parce que c'est ça aussi qui nous fait peur dans les situations où l'autre est en danger. Exactement. Hein, donc c'est d'abord ça qui est à reconnaître. Hein. Voilà, c'est ça qui est à reconnaître. Et donc quand on a reconnu que l'inquiétude nous sert avant tout à nous, oui. pour ou se rassurer ou fuir, en fait, la véritable sensation de blessure que ça va contacter, hein, l'idée de perdre l'autre, par exemple. En particulier sa propre peur de se retrouver soit seul sans l'autre, oui. soit de soi-même être, on va dire, voilà, face à cette peur de la mort, tout simplement, qui est la peur primordiale de chaque être humain. Chaque être humain. Ouais. Donc en fait, c'est en ça que c'est important de revenir, et comme toujours, hein, dans nos podcasts on le souligne, c'est de quel espace ça part, en fait, hein, oui. et d'être sincère avec soi-même, comme tu le disais, en reconnaissant que oui, je m'inquiète pour l'autre parce que j'ai très très peur de me retrouver seule, et ce n'est pas tant parce que j'aime profondément l'autre, et je souhaite partager ma vie avec cette personne encore des années. Oui. Parce que, en fait, s'inquiéter pour l'autre, c'est d'une certaine manière, quand l'autre va pas bien, c'est sombrer avec lui. Donc, ce n'est pas, en fait, si on prend une image, se tenir comme ça sur le bord de la rive et puis le sortir de l'eau alors qu'il est en train de partir à la dérive dans un courant qui l'a emporté. On ne peut pas aider l'autre en étant soi-même pris au piège de tourments, de nos turpitudes intérieures. C'est pas possible. Voilà. Mais il y a voilà, cette force collective là qui dit qu'il est de bon ton de s'inquiéter aussi. C'est-à-dire qu'on pourrait apparaître aussi aux yeux des autres, et ça je l'ai pu le constater, comme étant insouciant, inconscient, irresponsable, parce que... Sans compassion. Sans compassion, parce qu'on ne serait pas dans cette attitude qui voudrait qu'on se mette à blêmir, en fait, là, tout à coup, parce qu'on nous annonce qu'il est tombé dans la cour d'école sur les graviers, quoi, en parlant d'un enfant. Et que effectivement on s'imagine
le pire, ce qu'il a dû vivre, ce qu'il a dû ressentir, etc. Aussi, ne pas s'inquiéter, c'est pour certains ne pas chercher à anticiper. C'est-à-dire, parce que l'inquiétude, elle va effectivement, comme on le disait en introduction, générer un ensemble de scénarios qui vont, pour ne pas être, on va dire, validés, c'est-à-dire le pire, on ne veut pas valider le pire, évidemment, on va chercher des solutions. Hein. Et donc, ces solutions, on va commencer à anticiper. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux, pour que ceci, pour que cela, etc. etc. Et évidemment, comme toutes ces solutions sont proposées déjà à partir d'une situation qui est irréelle, parce que c'est pas ce qui est là, parce que c'est un fantasme de ce qui pourrait advenir, eh bien, elles sont inadaptées, premièrement, et puis deuxièmement, si elles étaient mises en œuvre, elles partiraient d'un espace de peur et d'un cerveau, d'un mental qui nous a emportés dans les pires catastrophes qui soient. Donc, en fait, heureusement que pour la majorité de nos pensées comme ça, rien ne se réalise, hein, parce que sinon, évidemment, ça serait terrible. Notre vie serait un désastre. Ça serait un vrai désastre. Donc, quand finalement la proposition, c'est que quand on a cette inquiétude qui naît, parce qu'on n'est pas là en train de dire qu'il faudrait fuir l'inquiétude ou dire je ne m'inquiète de rien, c'est pas encore dans le fait de nier ou les choses qu'on peut avancer, mais lorsqu'elle se manifeste, qu'elle se présente à nous, c'est déjà la reconnaître comme étant cela, c'est-à-dire ne pas se dire non, j'ai pas peur, alors que tous les voyants sont au rouge à l'intérieur de nous. Donc la reconnaître, l'admettre, la ressentir et l'éprouver, c'est déjà la première chose. Et ensuite, on peut être avec l'autre, à agir dans la situation à partir d'un sentiment beaucoup plus de sérénité. Et lorsque, effectivement, la situation l'exige, c'est-à-dire que lorsqu'il y a urgence, eh bien, on s'aperçoit que l'adrénaline là, que sécrète notre corps nous fait sortir de cet état en fait, d'inquiétude, et nous fait avoir la lucidité pour avoir les gestes sûrs, les gestes maîtrisés, parfaits, etc. Les sauveteurs le savent bien, parce qu'ils sont habitués à ces choses-là. Et on voit bien voilà, la distance et la maîtrise que peut avoir justement un sapeur-pompier, par exemple, avec à force d'être confronté à des situations voilà, difficiles, bien que parfois, des fois, ils sont aussi des êtres humains, ils peuvent être imprégnés. Mais on sent bien que c'est petit à petit, justement, par ce fait de vraiment faire corps, faire un avec cette inquiétude, qu'on finit par en sortir. Et qu'on finit aussi par cesser d'alimenter ces scénarios qui finalement, pour certains, en fait, finissent par se produire à force de penser que, je sais pas, notre conjoint qui travaille de nuit au volant d'un semi-poids lourd et qui fait des heures pas possibles, etc., à tous les risques de sortir de la route, eh bien, on participe, parce qu'on est créateur, créatrice, d'envoyer des fréquences dans sa destination pour, effectivement, engendrer ce genre de phénomène. Donc, à un moment donné, s'inquiéter, il faut bien le dire, c'est aussi, quelque part, non pas simplement ne rien résoudre, mais ça peut être empirer ou créer une situation. C'est créateur, en fait, hein. Comme toute pensée, en fait. Comme toute pensée. Et réitérer, c'est-à-dire que ça va pas forcément se produire, hein. Oui. On dit pas ça, mais c'est vrai que si l'accent et beaucoup d'énergie est mise à chaque fois dans cette inquiétude, et que c'est réitéré année après année, année après année, ça peut effectivement avoir ce phénomène créateur, d'autant que si l'autre commence à ressentir en fait l'inquiétude, hein, et donc à la faire sienne. Et c'est ce qu'on peut constater aussi dans ces jeux, de ces relations qu'on a, que ce soit avec sa famille, avec son conjoint, c'est que quand l'autre est dans une inquiétude, nous qui pouvons ne pas l'être, hein, la personne concernée pouvant ne pas l'être, soit par une maladie, soit par quelque chose, un accident, finit par elle-même ressentir de l'inquiétude. C'est contagieux, c'est contagieux. Contaminant. Ouais, et c'est en ça qu'on voit que c'est vraiment c'est un cercle vicieux finalement, duquel après il est difficile de sortir, parce que on va essayer quand on voit qu'on a contaminé l'autre dans sa propre inquiétude, il va y avoir un phénomène inverse il faut se rassurer, et puis en fait on se rend compte que c'est juste lancer une bouée à quelqu'un qui est en train de se noyer, mais qui est bancal, quoi, qui va le toucher en pleine tête et l'assommer. Donc c'est pas forcément quand on est parti dans ces jeux-là, c'est très préjudiciable aussi, je pense, pour l'équilibre du couple.
puisque plutôt que de se sentir soutenu, accompagné en fait, Oui. dans ces processus difficiles, eh ben, on se retrouve dans des tourbillons, Des schémas en des fait. schémas où on sent qu'on est en perte en fait, on Oui. perd d'énergie et Oui. d'équilibre. Et puis chacun se conforte dans son rôle, et celui qui s'inquiète, celui qui rassure, etc. Et voilà. Et du coup, on rentre dans une dépendance encore plus forte. Mhm. Et finalement, cette dépendance, c'est l'inverse d'un amour sans condition. Hein. Mhm. Puisque Mhm. qui dit dépendance, ça emprisonne, Ouais. ça tisse des enfermements, on a moins de liberté. Alors évidemment, pas la liberté de faire tout et n'importe quoi, mais la liberté de pouvoir justement être dans cette découverte dans le couple, en dehors du couple, la découverte de ce que nous sommes à l'intérieur, Mhm. de s'autoriser à vivre des choses ensemble, séparément, etc. Mhm. Et c'est là, en fait, où on a quelque part un peu deux choix, quoi. Est-ce que, effectivement, le couple est une façon de s'ouvrir à soi et s'ouvrir sur le monde, ou est-ce que le couple est, encore une fois, un lieu d'enfermement, d'inquiétude, d'attachement. Mhm. Donc c'est à chacun de choisir en fait en conscience ce qu'il veut proposer, voilà, comme sens, Mhm. j'ai envie de dire comme sens vertical à son couple et à soi-même. À son élévation. Mhm. Ce sera le mot de la fin, Clément. Oui, merci Julie. Merci à toi. Merci à vous. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Et à bientôt pour un prochain podcast des Voix de l'Esprit. À bientôt, merci.